premier plateau de ce Mediapart Live spécialisé dédié à la cause animale. On commence par une discussion autour d'une question un peu provocatrice. Peut-on encore manger des animaux en 2018 ? Alors, c'est un sujet très sensible, un sujet très clivant, mais un sujet important. Et nous vous proposons, pour discuter et réfléchir ensemble, un dialogue entre deux personnes et que nous remercions et que je remercie vraiment très chaleureusement d'être venus ce soir à Mediapart pour en parler, parce que ce sont des discussions qui ne sont pas toujours faciles à mener. Et on est très très heureux de recevoir Guylain Pajot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveur en Loire-Atlantique, un éleveur bio, écolo et qui se soucie beaucoup de ces animaux et des relations qu'il entretient avec eux. On va en parler. Et Laure Dacos, bonsoir. Bonjour. Vous êtes militante et experte pour Greenpeace des questions alimentaires et donc à partir des questions alimentaires également sur la question de la place des animaux dans notre société. Greenpeace a publié il y a quelques semaines un rapport qui à la fois livre un diagnostic assez critique, voire même très critique de l'impact de la consommation de viande et du coup évidemment en lien de l'élevage sur le changement climatique et en gros sur la biodiversité. Et dans ce rapport, Greenpeace demande notamment une très forte baisse de la consommation des produits d'origine animale à l'horizon 2050, une baisse de 50%, c'est ça, une baisse de moitié. Alors au niveau mondial, on va rentrer dans le détail de ces chiffres pendant la discussion. J'aimerais bien commencer avec vous, Laure. Est-ce que vous pourriez essayer, un peu en démarrage de cette émission, et c'est des chiffres, je pense, que nous aurons en tête pendant toute la soirée, nous faire une description un peu de ce qu'on peut connaître et savoir aujourd'hui de l'impact de la consommation de viande et donc de l'élevage sur le réchauffement climatique et la biodiversité. Tout à fait. Alors, pour commencer, je voudrais rappeler que Greenpeace a une position sur l'élevage qui n'est pas de supprimer toute consommation et toute production de viande et de produits laitiers. Pas du tout, nous soutenons un élevage écologique tel que celui de Guylain. Maintenant, les grands chiffres qui sont connus en France et dans le monde, le premier auquel on pense en termes d'impact sur l'environnement et sur le climat, c'est la déforestation. Puisqu'il y a une partie de l'alimentation animale et une partie des animaux qui sont importés en France et dans le monde entier. Et ça a un impact sur les grands biomes forestiers comme l'Amazonie. On sait qu'aujourd'hui, il y a 2/3 environ de l'Amazonie qui a été déforestée pour le soja et pour l'élevage en général. Le soja qui sert à l'alimentation du bétail. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, la déforestation pour le soja en Amazonie a fortement réduite. Mais maintenant, le problème, c'est de déplacer plus au sud, dans le Choco, et ce sont des écosystèmes très fragiles, comme les savanes arborées, qui continuent d'être détruites pour planter des denrées comme le soja, ou directement pour faire de l'élevage. Et il y a d'autres impacts dont on parle un petit peu moins, c'est la pollution de l'eau, qui en France est très connue à cause du problème des algues vertes en Bretagne. Oui. Ça, c'est dû à quoi ? C'est dû à la trop forte proportion de nitrates qui se retrouvent dans l'eau. Donc, c'est-à-dire que quand on a des concentrations d'élevage trop élevées, et c'est le cas en Bretagne, qui est une région surspécialisée, quand on a trop de fumier, de lisier, donc d'excréments dans les sols, on a trop de nitrates, ça se retrouve dans l'océan, et avec la trop forte concentration de nitrates, il y a le développement d'algues vertes qui ensuite émettent des gaz toxiques. Donc pollution sur l'eau, impact sur la déforestation, donc le climat, donc impact très fort sur la biodiversité. Et ensuite, il y a un impact qu'on connaît moins en France parce qu'un peu plus compliqué, c'est l'impact sanitaire. Encore une fois, lié aux élevages industriels surtout, c'est l'antibiorésistance. Alors l'antibiorésistance... Alors expliquez-nous, et de quoi s'agit-il ? Alors très simplement, aujourd'hui, c'est comme quand les humains se retrouvent, par exemple pour les fêtes de Noël. On a une très grande concentration d'humains et c'est là où, comme par hasard, on retrouve les plus grandes expansions de grippe et d'autres maladies. Les animaux, c'est pareil. Quand on les concentre énormément, quand il y a énormément de transport d'animaux, on se retrouve avec une explosion des maladies. Et en plus, souvent, les conditions d'élevage industriel font qu'il y a beaucoup de maladies en soi qui se développent. Et donc, il y a une utilisation massive d'antibiotiques. Et aujourd'hui, quand vous avez une surutilisation massive d'antibiotiques, vous avez des bactéries qui, certaines vont résister aux antibiotiques et donc se développer. C'est ce qu'on appelle des superbactéries ou des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et lorsque ces bactéries infectent un humain, on n'a plus d'antibiotiques pour le soigner.
Et ça peut avoir des répercussions sanitaires extrêmement conséquentes. Et l'Organisation mondiale de la santé a encore publié un rapport il y a peu pour alerter sur l'enjeu mondial que constitue l'antibiorésistance. D'accord. Bon, alors merci pour ce premier tableau. Alors évidemment, vu comme ça, c'est un tableau assez sombre qui a renvoyé des impacts de l'élevage. Alors élevage industriel, élevage à grande échelle, c'est exactement le contraire de ce que vous pratiquez. Vous, Guylain Pajot, est-ce que, pour commencer, vous pourriez décrire en quelques mots ce que vous faites, vous, votre élevage à vous, combien de bêtes et quelle activité, combien de personnes travaillent sur votre ferme ? Alors, bonsoir. Nous, on est situé donc en Loire-Atlantique, sur une ferme plutôt herbagère. Et on a un troupeau de 70 vaches laitières. Donc, ce n'est pas un petit troupeau qu'on a. Et on a fait le choix de poursuivre le lait jusqu'à la fabrication du fromage, etc., qu'on vend en local. Donc, la ferme est en bio et autonome, c'est-à-dire que tout ce que mangent les animaux est produit sur la ferme. Et c'est peut-être là que les grands équilibres se trouvent, c'est-à-dire avoir un nombre d'animaux qui correspond au potentiel du sol, au potentiel agronomique du sol. C'est-à-dire très concrètement, c'est de la prairie ? C'est de la prairie, c'est un système de rotation. On a peut-être tous vu ça dans notre jeune dents, les rotations, les cultures qui se faisaient dans le Moyen-Âge, machin, alors que ça reste très vrai. Ça paraît une image un peu archaïque, mais c'est très vrai. C'est-à-dire, pour respecter la fertilité d'un sol, son potentiel à produire demain, c'est ça le principe de fertilité, on fait le choix, nous, sur nos sols, de mettre en place des prairies. Ces prairies-là vont, pendant 5-6 ans, enrichir le sol par leur système racinaire. On sème des prairies multi-espèces, parce que la moitié de la ferme est en prairie naturelle et l'autre moitié est en prairie cultivée. Sur ces prairies cultivées, donc, c'est des prairies multi-espèces, donc où peuvent s'exprimer des légumineuses, des graminées, etc., qui sont très bonnes pour le sol, mais on voit aussi que ça permet un équilibre pour les animaux. Puisque quand ils vont venir pâturer, forcément, ils vont avoir une diversité de plantes à consommer qui va leur assurer leur propre équilibre de ruminants herbivores. Donc sur la taille de la ferme, le fait d'être autonome nous couvre de ce risque de pollution, je dirais quelque part, puisque c'est en accord avec ce que vont manger les animaux et ce qui est produit par le sol, puisque rien n'est importé de l'extérieur. On a fait un deuxième choix aussi, qui a été de pouvoir avoir une structure qui fasse vivre plusieurs personnes. On est 9 personnes à travailler sur la ferme. Pour 70 vaches, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est un très bon ratio. C'est ça, c'est extensif, quoi. C'est extensif en termes peut-être de production, mais en termes de production de valeur ajoutée, de nombre de salaires sortis, on est plutôt sur de l'intensif, tu vois, sur le principe social. Oui, ça crée de la richesse. Ça crée beaucoup de richesse. Et on a deux axes pour favoriser cette richesse-là, enfin cette production de valeur ajoutée. C'est d'une part être autonome, c'est-à-dire pas dépenser d'argent dans les intrants, dans les pesticides, les engrais chimiques, etc. Et assurer un produit de haute valeur, en termes de qualité gustative et qualité alimentaire, puisque c'est un produit bio. Donc on peut le positionner également à un prix un peu plus élevé que l'agriculture chimique peut le faire de ces produits. Et c'est ces deux façons de travailler, c'est-à-dire faire des économies de charge et pouvoir se positionner sur un marché au vrai niveau de prix, je dirais. Parce que peut-être que quand on vend moins cher, peut-être on n'est pas au vrai prix. Donc l'idée, c'est vraiment pouvoir sortir de la valeur ajoutée de nos systèmes et pouvoir être en équilibre. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça fait également partie du bien-être. Puisque si l'éleveur et l'éleveuse sont en situation économique stable, avec une lisibilité sur l'avenir, ça donne vraiment d'autres perspectives et peut-être que les animaux apprécient cette perspective positive. Vous avez toujours été en bio et vous avez toujours élevé vos bêtes de cette manière, ou c'est un résultat auquel vous êtes arrivé après plusieurs années d'apprentissage ? On a fait le choix dès notre installation en 1998, il y a 20 ans. On va fêter nos 20 ans du passage en bio. Mes parents étaient en production conventionnelle, agriculture chimique. Ils n'ont jamais fait de cas de notre souhait de passer en bio. Ils se sont très vite aperçus que ça correspondait à une logique
C'est-à-dire, eux avaient répondu en leur temps à une logique progressiste, en lien avec d'autres méthodes de travail, etc. Et ils se sont bien rendus compte qu'eux-mêmes étaient pénalisés par ce système-là, puisqu'ils en vivaient quand même pas très bien, malheureusement. Et nos nouveaux choix, c'est-à-dire préserver l'environnement, préserver le bien-être animal, faire de la production de fromage, etc., ils ont vu ça d'un très bon œil. Est-ce que ça, c'est le type d'élevage que Greenpeace, mais je dirais un peu avec Greenpeace, tout le monde des écologistes peut défendre? Est-ce que c'est soutenable, ça, compte tenu de ce que vous décriviez au départ? Alors, je parle au nom de Greenpeace et pas du monde écologiste. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une position, oui, c'est une position de votre association, mais qui représente peu ou prou fait consensus. Des revendications portées par d'autres associations et chercheurs. C'est dans ce sens-là. Tout à fait, c'est la position qu'on soutient. Maintenant, il faut savoir que l'élevage en France n'est pas ça. Ce sont quelques producteurs qui sont comme ça, malheureusement. Ouais. Et en France, l'élevage, c'est quoi? Parce qu'on voit souvent les publicités avec les vaches dans les prés, les volailles qui sont heureuses, etc. L'élevage en France, si on parle par exemple de tout ce qui est monogastrique, donc les volailles, les porcs, rien que ça, on a moins de 1%, donc moins de 1% des fermes en France qui possèdent les deux tiers des poules pondeuses, les 3 quarts les 2 tiers des poulets de chair, les 3 quarts des poules pondeuses. Et pour une ferme, c'est en moyenne plus de 20 000 poulets, donc c'est énorme, et qui possèdent plus de la moitié des porcs. Donc c'est hyper concentré. Ouais. Et là, on le voit depuis ces 10, 20, 30 dernières années, le nombre d'agriculteurs, d'éleveurs se réduit considérablement. Et qui sont les premiers à disparaître? Les plus petits éleveurs, les plus écologiques. Alors ceux qui arrivent à avoir une vraie valeur ajoutée, qui s'en sortent très bien économiquement, gardent la tête hors de l'eau, mais ceux qui essayent d'investir massivement dans plus de matériel et qui finalement ne s'y retrouvent pas au niveau des prix, parce qu'il y a une concurrence énorme, parce qu'ils sont dans un système où ils paient très cher des intrants, la fertilisation, de l'alimentation du bétail importé, etc., parce qu'ils paient tout ça et que ça coûte trop cher, ils se retrouvent enfermés dans un système qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, on a des fermes de plus en plus grosses, de plus en plus industrielles, avec des impacts sur l'environnement considérables et de moins en moins d'éleveurs. Ouais. Et c'est ça la réalité de l'élevage en France. Guylain, alors concrètement, si on prend l'exemple de la Loire-Atlantique, puisque c'est là où vous vivez, où vous travaillez, en même temps, c'est un département où on entend, en tout cas, alors la Chambre d'agriculture est dirigée par la FNSEA, donc il y a un syndicat qui, plutôt historiquement, a défendu ce modèle-là productiviste, même si aujourd'hui, il s'ouvre quand même un peu plus à la question de la réduction des pesticides, etc. Mais c'est des grosses tensions. Quand on regarde ça depuis la Loire-Atlantique, est-ce que vous vous sentez hyper minoritaire? Vous vous sentez plutôt accompagné par de plus en plus de paysannes et paysans? Quelle vision vous avez de ça? Je pense que l'histoire de la Loire-Atlantique est un petit peu particulière. Ouais. Il y a eu une scission historique entre ce syndicat majoritaire, la FNSEA, et un nouveau mouvement qui s'est créé dans les années 80, la Confédération paysanne. On n'adhère pas à la Confédération paysanne, mais par contre les idées nous plaisent beaucoup, puisqu'elles font cheminer le raisonnement vers ces situations-là de fermes à taille familiale, qui donc prennent en compte la taille, l'autonomie des structures. Enfin, ça, c'est des cheminements qui sont très intéressants. Et on voit quand même que le bilan, c'est qu'aujourd'hui, la Loire-Atlantique est très bien positionnée, par exemple, sur les surfaces en bio. Ouais. Donc, quelque part, il y a une longueur d'avance qui est prise, parce que le changement de système agricole, c'est d'abord un changement de système de pensée. C'est-à-dire que moi, le premier, je n'ai pas toujours été convaincu par le bio. C'est mon épouse, Stéphanie, qui a fait cette démarche historique. En son temps, elle avait déjà 15-16 ans, qu'elle voyait déjà plutôt l'agriculture en bio, etc. Et quand on s'est rencontrés, je dis pourquoi pas, mais c'était vraiment pas j'étais pas partant, quoi. Et en voyant des gens travailler en bio, je me suis dit, mais des paysans, des paysannes qui cultivaient sans engrais, et qui se posaient des questions, qui trouvaient des nouvelles façons de travailler, c'était moi j'ai trouvé ça hyper passionnant. Et c'est ce qui a fait qu'en 1998, on a décidé de lancer la ferme en bio. Mais je dirais, je suis quasiment l'exemple type oui, on peut cheminer. C'est-à-dire, moi, je pars d'un schéma, dans ma tête, un schéma très classique, conventionnel,
j'ai fait des études d'ingénieur en agriculture. Ce qu'on apprenait, c'était certes de l'agronomie, mais à grand renfort de chimie, etc. Et avec des recettes en plus derrière. Ouais. Et c'est un schéma qui me convenait, parce que c'est un schéma qui parle de progrès, qui parle de... Enfin, tu vois, on s'intègre là-dedans. Et quand on regarde l'envers du décor, ça vaut le coup de regarder quand même l'autre côté. Parce qu'il y a vraiment des choses passionnantes à faire. Et ce n'est pas des contraintes qu'on met dans un système, mais plutôt des challenges, des nouvelles façons. Et quand en plus, nous, je vois avec la fromagerie, on a accès directement aux commentaires des gens et des consommateurs, et ils nous disent c'est vraiment super ce que vous faites en termes de production, en termes de qualité de produit. Enfin, vous imaginez comment ça nous réchauffe le cœur. Ça vous réchauffe le cœur, ça vous encourage. Oui. Ce qu'on pourrait peut-être aborder à ce stade de la discussion, c'est la question du rapport à l'animal. Parce qu'au cœur de la critique qu'on sent se développer dans la société française, mais après qu'elle se soit développée aux États-Unis depuis des années, en Grande-Bretagne et dans plein d'autres pays, au cœur de cette critique, il y a la question du traitement de l'animal. Et il y a la critique portée par certains, qui est de dire que l'élevage, c'est de l'exploitation et qu'on ne peut pas élever correctement des animaux, que nécessairement c'est un rapport d'utilisation qui conduit à des abus, voire des formes de maltraitance, en tout cas de la souffrance animale. Ça, quand on vous entend, quand on entend la réflexion que vous avez eue, le souci que vous avez de l'écologie, de l'impact de l'élevage, etc., on devine bien que vous n'avez pas pu ne pas vous poser cette question du traitement des animaux. Comment est-ce que comment est-ce que ça vous travaille? Comment est-ce que vous faites pour élever ces animaux en essayant d'en prendre soin? Là encore, c'est venu tranquillement. On a même l'impression que c'est peut-être les animaux qui nous ont appris tout ça. On commence par un système bio, donc je vous disais en 1998, donc on se met à maximiser les prairies, parce qu'on a affaire à un ruminant herbivore, c'est des vaches laitières qu'on a. Donc en toute logique, pour qu'il soit bien qu'on respecte sa physiologie d'herbivore, on lui donne de l'herbe, on s'aperçoit que ça se passe très bien, que la santé s'améliore, que les productions sont là, c'est-à-dire que c'est pas, on chute pas en production comme on veut bien nous faire croire. Au contraire, aujourd'hui les performances sont là. Donc l'animal est respecté dans son intégrité. Le fait de pouvoir l'emmener dehors, pâturer, on a la chance d'avoir un bocage qui est encore très dense. Pour lui, pour l'animal, pour le bovin, c'est que du bonheur d'aller pâturer. Enfin, ça paraît tout con, mais aujourd'hui, beaucoup d'animaux restent en bâtiment. Dans le modèle productiviste que vous décriviez au départ, c'est exactement le cas. Ça. En France, c'est 15% des vaches laitières qui ne voient jamais le pâturage, qui sont à zéro pâturage, 15%. Et le reste, c'est pas beaucoup de pâturage. Ouais. Et si on laisse faire le cours des choses sans influencer, ça va augmenter. Puisque l'industrialisation de l'agriculture ne permet plus d'accéder à des prairies, etc. Au moins, avec un système, comme vous disiez au début, maïs, soja, on a des recettes, c'est clair, ça varie jamais. La qualité du maïs, on l'a, la qualité du soja, on l'a. Mais par contre, vous imaginez la dépendance qu'on a au travers de ces semences du maïs, les approvisionnements en tourteaux en soja, donc importation, etc. On entre dans l'industrialisation de l'agriculture, nous fait entrer dans un système aberrant. Aberrant pour nous, en tant qu'éleveurs et éleveuses, mais aberrant pour l'animal aussi. Et s'ensuit des problèmes de santé animale directement. De santé animale directement. Alors, à l'inverse, si on prend l'exemple de votre ferme, vous disiez au départ 70 animaux? Oui, 75 vaches. 75 vaches pour 9 personnes qui y travaillent. Est-ce que dans ces conditions-là, vous arrivez à avoir des relations personnelles, individualisées avec vos vaches? Avec les vaches? Oui. Enfin, elles naissent chez nous. Moi, si tu veux, on s'est donné comme un contrat ensemble avec mes vaches. Enfin, avec le troupeau en général. C'est-à-dire qu'eux, elles ont ce don, hein, elles donnent le lait, elles donnent la bouse qui va fertiliser le sol, elles donnent le fumier, elles donnent in fine leur viande. Enfin, elles nous donnent tout. Donc dans le contrat, je pense que
je pense que la chose qu'elle nous demande le plus fort, c'est qu'elle soit respectée. Et du coup, on s'est fixé quand même comme objectif d'avoir cette notion de respect-là à chaque étape de leur vie, de la naissance jusqu'à la mort. Et ça passe par quoi? Alors ça passe par une naissance sur la ferme, la présence de taureaux pour la reproduction, le fait de pouvoir que ce soit des vaches qui élèvent les veaux, donc qu'il y ait un accompagnement des veaux dans leur vie d'herbivores par des adultes herbivores, les vaches. Après tout le temps de leur vie, c'est qu'elles voient le maximum l'herbe fraîche à l'extérieur. On ne vous cache pas, l'hiver, on n'a pas le choix. Si on veut les laisser dehors, elles nous cassent les champs. Donc janvier, février, elles sont en bâtiment. Mais là, pareil, on a essayé de ménager un bâtiment suffisamment spacieux, avec air paillé, etc., pour qu'elles soient à l'aise. Mais on se fixe quand même que ce temps-là soit le minimum. Dès qu'on peut, on sort dehors. Et on est dehors. Elles sont dehors. Comme si j'allais avec elles, mais elles sont dehors 10 mois sur 12. Et il y a beaucoup de territoires en France où on peut le faire, ça. Ouais. Il y a des zones de montagne, elles n'ont forcément pas ce loisir-là, la neige étant là. Mais voilà. Donc on essaie d'avoir ce respect-là tout le temps de leur vie. Il faut, pour que moi je puisse m'épanouir en tant qu'éleveur, pour que ma femme puisse s'épanouir en tant qu'éleveuse, je pense qu'il est important que ce respect-là soit... que la vie des animaux ait un sens. Il faut qu'elle ait un sens. Est-ce que ça, voilà. Est-ce que là encore, ça aussi, c'est quelque chose que vous, en tant qu'association écologiste, vous appelez à défendre, cette relation comme ça interpersonnelle? Alors, il y a plusieurs choses dans ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses. Sur la notion de contrat, moi, je suis désolée, mais un animal, il n'a pas pris un stylo, il n'a pas signé un contrat. Un animal, on ne lui a pas demandé s'il avait envie d'être élevé. Donc je pense que la notion de contrat, elle est extrêmement hypocrite. Maintenant, si on veut consommer de la viande, si on veut dire que voilà, ça permet de préserver des prairies ouvertes, donc une biodiversité associée à ces prairies permanentes, bien gérées de façon écologique, si on veut donner des protéines animales aux humains, si on veut maintenir l'emploi, si on veut tout ça, maintenir des paysages, là, on dit qu'on a besoin de l'élevage. Soit, mais ce n'est pas un contrat avec l'animal. Ça, je pense que vraiment, c'est hypocrite. Il y a une disproportion, c'est ça, c'est pas à égalité, en fait. L'élevage, à moins que Guylain puisse parler avec ses vaches, qu'elle lui dit, mais oui, moi, je veux du respect, et puis je te donne mon veau et je te donne mon lait. Bon, je pense que ça, c'est discutable. Mais maintenant, je n'ai pas envie de rentrer dans ce discours-là précisément, parce que nous, chez Greenpeace, on défend l'élevage écologique, qui est le modèle de Guylain. Par contre, il y a quelque chose qui est très peu connu, et je pense que c'est très intéressant, parce qu'en plus, Guylain étant vache laitière, c'est la production de produits laitiers, et notamment de fromage. Et je dis ça, je mange du fromage, j'adore ça. Maintenant, concrètement, les gens pensent beaucoup que l'élevage, l'impact de l'élevage industriel, c'est toujours la viande rouge. Ouais. En plus, c'est ce qui est critiqué au niveau de la santé. Donc la viande rouge, c'est pas bien. Il faut savoir qu'en France, 80% des vaches allaitantes, donc qui fournissent, qui ne sont pas à l'origine pour le lait, mais pour la viande, elles sont en pâturage. Donc c'est un des élevages les plus écologiques sur ce point de vue-là. Pas en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer avec le porc et la volaille. Maintenant, si on prend le porc et la volaille, en émissions de gaz à effet de serre, ça va être très différent, parce qu'il ne va pas y avoir tout ce qui est PRO, donc la fermentation entérique, qui produit beaucoup de méthane. Ouais. En revanche, dans la ration alimentaire des porcs et des volailles, c'est très différent parce qu'il n'y a pas du pâturage au niveau que ça l'est pour les vaches allaitantes, donc pour les bovins qui produisent de la viande. Et donc, il y a un impact très fort, beaucoup plus élevé en termes de déforestation. Et également en termes de pollution de l'eau. Ce qui produit le plus de déchets en termes de pollution d'eau, ce sont plutôt les élevages de type volaille et porc. Ce n'est pas l'élevage bovin, qui est principalement sur les pâturages. Et il y a un autre élément que les gens connaissent très peu, c'est que pour faire du lait, il faut un enfant, enfin il faut un bébé animal. Il faut un veau, il faut un agneau. Ces veaux et ces agneaux, ils vont où? Même dans les élevages les plus écologiques, alors parfois ils arrivent en France à vendre le veau, et ça je serais très intéressée pour savoir comment ça se passe, ils arrivent à vendre en vente directe le veau, l'agneau, etc. Là je trouve que ça devient vraiment intéressant parce qu'il y a une réelle complémentarité de tout le système. Et local. Local, voilà, un circuit vraiment local et complémentaire. Le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élevages où en fait en France on ne consomme pas tant que ça d'agneaux et de veaux. Et donc, on envoie les veaux, les agneaux, etc., dans des centres d'engraissement. Et là, on perd toute traçabilité. Il n'y a pas des centres d'engraissement bio.
ça n'existe pas. C'est quoi un centre d'engraissement? Un centre d'engraissement, c'est quand vous avez, par exemple, une production laitière. Si elle gardait tous les petits, il faudrait les faire grandir. Sauf qu'un mâle, par exemple, il ne va pas donner du lait. Donc vous en faites quoi? Donc soit vous le tuez pour le vendre en viande, en veau, soit vous le faites engraisser pour qu'il devienne adulte et qu'il soit ensuite vendu en termes de vache, de viande de bovin, de bœuf. Sauf que ça coûte très cher l'engraissement, ça coûte très cher de nourrir en fait un animal qui ne va pas ensuite produire le lait qui est la production principale d'une ferme X. Donc il y a des centres d'engraissement qui existent. Il y en a qui existent en France, sauf qu'aujourd'hui en France, on exporte beaucoup. On exporte beaucoup d'animaux vivants, de veaux, d'agneaux, principalement vers l'Italie et l'Espagne et vers d'autres pays. Donc vivants, ça veut Donc, dire vivants. Ils sont envoyés, si je puis dire. C'est ça. Alors, déjà en termes de chiffres, il faut savoir, par exemple, alors ça varie beaucoup, c'est de quelques centaines à plusieurs centaines de milliers, mais par exemple en 2015, il y a eu près de 200 000 veaux, et je parle rien que des veaux, qui ont été exportés vivants vers d'autres pays. Et si on parle des bovins, donc des gros bovins, donc c'est une certaine taille, là c'est 1 million, c'est plus d'1 million de bovins en un an qui a été exporté de la France. Et c'est comme ça chaque année, donc vivants. Ils sont exportés par bateau. Par bateau. Et ils sont même par train, donc dans toute l'Europe. Et ils sont également, alors depuis l'an dernier, il y a eu un contrat qui a été passé entre un département de Bretagne et l'Iran. Et il y a 300 broutards, donc des bovins de 6 mois environ, qui ont été envoyés par avion. Par avion. En Iran. Donc dans des avions cargo. Des avions. Des animaux vivants. Alors on peut imaginer les conditions de transport qui doivent être quand même très et l'objectif, c'est d'arriver à 10 000 bovins, donc broutards, donc bovins de 6 mois, envoyés chaque année par avion en Iran. Et pourquoi c'est un système qui marche sur la tête. Et quel est le sens de ces exportations d'animaux vivants? Parce qu'ils veulent de la viande de meilleure qualité qu'il y a chez eux, parce qu'il n'y en a pas assez chez eux, parce qu'ils veulent la tuer, qu'elle soit plus fraîche, etc. Ou alors les faire se reproduire. Enfin, il y a tout un tas ensuite d'applications derrière. Et donc ça, c'est un système qui, pour moi, ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on a la possibilité en France de produire de la viande et des produits laitiers de qualité, de faire ça bien. En revanche, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises. Et en termes de transport, parfois, ça s'étale sur plusieurs jours, le transport des animaux vivants. Et les mesures pour l'eau, la sécurité, etc., ne sont pas toujours respectées. Donc ce que demande notamment l'association CIWF, qui travaille beaucoup sur le sujet, elle demande à ce que soit limité à 8 heures les transports d'animaux vivants. Alors, Guylain, on se posait la question, les veaux de votre ferme, que deviennent-ils? On est en chemin là-dessus. Donc mais comme tout, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des étapes qui se franchissent. Et là, depuis 4 ans, on a pris la décision de donner un avenir aux mâles qui naissent sur la ferme. Et je vous disais, on a la moitié de la ferme qui est en prairie naturelle. Et c'est vrai que c'est des prairies qui sont quand même bien disposées pour recevoir la vie de ruminants sur des longues durées. Et on a fait le choix du coup d'en faire des bœufs. Donc ces veaux-là naissent sur la ferme et pendant 3-4 ans, ils vont rester à pâturer des zones humides, etc. Et nous, là encore, dans l'histoire du sens qu'on veut donner à la naissance des veaux, c'est-à-dire qu'une vache qui se donne la peine de vous donner son veau, eh bien, le fait de pouvoir donner un sens à cette naissance-là, pour nous, c'est important. Et là, le sens que ça a, c'est pouvoir donner un avenir au veau, certes, mais permettre aussi d'entretenir une zone naturelle, sensible, qu'est le marais breton chez nous. Et cette expérience-là, on l'a menée parce qu'on a sur la ferme un salarié aujourd'hui, Teddy, qui veut s'installer, il veut devenir paysan. Et il voulait faire de l'élevage. Et là, il est en train de cheminer pour installer sur sa ferme, sa future ferme, donner un avenir aux veaux de notre ferme. D'accord. Donc on a là aussi en complémentarité. Une complémentarité. Ouais, il y a vraiment tout un écosystème humain. Un écosystème humain et réel, quoi, puisqu'il va être sur une zone qui est concomitante à la nôtre. Et voilà. Sur l'histoire des porcs, je vous disais, on a une fromagerie à la ferme. Quand on produit le fromage, quand on fait cailler le lait, donc il y a le caillé qui donne le fromage, et il reste la partie petit lait. Ouais. Il reste plein d'éléments nutritifs dedans. Ouais. Et sur ce sujet-là, on a copié également sur nos collègues de Savoie, qui ont toujours à côté de leur fromagerie, historiquement, c'est un petit élevage de porcs. Et ce qui nous permet aujourd'hui, avec le lait transformé sur la ferme, d'élever 50 porcs par an. Enfin, c'est pas rien. Si chaque ferme se donnait les moyens, à partir de son lait, de pouvoir élever des porcs, on remplacerait des élevages industriels
avec des petits élevages en nombre, donner une suite logique. Et du coup, les porcs, là, valorisent quelque part un sous-produit de la fromagerie. Alors que pour eux, c'est un produit noble, hein, je vous le garantis. Donc, je voudrais revenir peut-être sur l'histoire de la... Est-ce que les vaches nous ont dit qu'elles passaient un contrat avec nous? Est-ce qu'elles sont d'accord? Est-ce qu'elles sont d'accord? Ça, c'est une question extrêmement complexe. Ça, je te l'accorde, c'est super compliqué. Mais là aussi, on chemine. Et on a abordé une méthode d'alimentation qui s'appelle, il y a une quinzaine d'années de ça, la méthode OBSALIM, observation des symptômes alimentaires. Et là, c'est un docteur vétérinaire, Bruno Gibaudot, qui a mis au point, lui il est homéopathe, vétérinaire homéopathe, donc il observe beaucoup les animaux, et il a réussi à détecter, je crois, ces 120 points extérieurs de l'animal qui nous renseignent sur son bien-être alimentaire. Donc ça va être le poil, ça va être les yeux, est-ce qu'il coule pas, le nez, est-ce qu'il coule pas, la couleur la composition des bouses. D'un simple coup de botte, on peut avoir un tas d'informations sur la qualité de digestion d'un animal et si on l'a bien nourri. Donc il y a des tas de choses. Donc on s'aperçoit bien que oui, il y a des interfaces possibles avec l'animal. Les vaches peuvent, l'intitulé du bouquin qu'il a écrit, c'est « Les vaches nous parlent d'alimentation », à nous, éleveurs et éleveuses. Les vaches nous parlent d'alimentation. Donc on se met en contact tranquillement, le temps passe, 15 ans passent, et aujourd'hui, on arrive à des moments où on est capable, oui, de rentrer en communication avec nos animaux, c'est-à-dire sur leurs souhaits. Est-ce que cette action-là, si on la fait, ça vous convient, ça vous respecte? Et on a des réponses. On a des réponses en termes de santé, par exemple. C'est-à-dire quand les animaux, quand on leur propose ce programme-là, ce projet-là, parce que c'est plus des projets, des perspectives, et que ça leur convient, ils vont se mettre en bien-être, en production de lait de qualité, en production de fromage. Enfin, c'est des choses extrêmement perturbantes. Moi-même, ça me perturbe beaucoup. Mais c'est des réalités. Des projets, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez illustrer cette idée? L'histoire, par exemple, des veaux qu'on peut élever sur la ferme, des veaux mâles. On les vendait à l'extérieur. Le fait de proposer aux mères, aux veaux, ce programme-là, ben, les mères ont réagi positivement. Et comment, c'est-à-dire concrètement, vous leur proposez aux veaux? C'est-à-dire que les veaux restent sur la ferme, ils ne sont pas tués, c'est ça? Ils sont tués, mais à l'âge de 4 ans. C'est-à-dire ils ont passé toute une vie d'animal pâturant, etc. Pas au bout de quelques semaines, quelques mois, comme ça arrive. Non. Ce qui est très rare. Hein. C'est un cas très, très rare en France. Oui, mais il peut être facilement développé. Tu vois, c'est des choses qui sont tellement simples à mettre en œuvre. C'est ça que c'est étonnant de simplicité. Là encore, c'est plus dans la façon de voir les choses. C'est un cheminement. Il faut d'abord commencer par arrêter la chimie, etc., progressivement, puis après on passe aux étapes d'après. Alors ça, j'aimerais peut-être intervenir là-dessus, parce que je pense très intéressant. Et effectivement, ce que dit Glenn, c'est que c'est possible de changer de modèle. Et ça c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, c'est possible de changer de système. Maintenant, ça passe par quoi? Ça passe notamment par une révision du nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est la politique agricole commune. Au sortir de la guerre, la politique agricole commune a été créée pour favoriser la production d'alimentation, et notamment d'élevage. Sauf qu'aujourd'hui, et Greenpeace a publié un rapport là-dessus il y a peu, les subventions de la politique agricole commune, elles vont aux élevages, souvent les plus industriels, les plus gros, les plus pollueurs. Ouais. Et ça, ce n'est plus possible. Et le problème avec ça, en plus, c'est que en ayant des élevages comme ça subventionnés, ensuite, quand on exporte cette viande, on va la revendre à un prix qui n'est pas son prix réel. On en parlait tout à l'heure du vrai prix. Oui. Ce n'est pas son prix réel. Et ce qui fait qu'on va comme ça décimer des économies locales dans d'autres pays qui, eux, n'ont rien demandé. Et des élevages qui pourraient être écologiquement soutenables, économiquement viables dans d'autres pays, des pays d'Afrique, du nord de l'Afrique, des pays du Moyen-Orient, là, ils vont se retrouver en concurrence avec des produits qui viennent de nos pays, qui ont été largement subventionnés. Ouais. Et qui, en plus, ont un impact sur l'environnement. Donc, c'est vraiment un système qui marche sur la tête. Il y a cette question économique. Malheureusement, il n'y a même pas besoin d'aller regarder si on dégrade les agricultures des autres pays, si on détruit la qualité de vie des agriculteurs et des agricultrices des autres pays. C'est déjà celle des agriculteurs et des agricultrices françaises qui est dramatique. Parce qu'on les fait glisser sur une pente épouvantable. Aujourd'hui, il y a un suicide tous les 3 jours quand même chez les éleveurs, ce qui est élevé, ce qui est plus de 15 ou 20% de plus que dans les autres professions.
C'est toute la question de la crise endémique du système, agricole qui est effectivement une question qui dépasse de loin la discussion qu'on a ce soir. Moi, j'aimerais quand même, avant que se termine ce plateau, qu'on aborde un dernier élément, parce qu'il me semble que c'est un des sujets aujourd'hui mis sur la table par les éleveurs dans le sens d'améliorer la bientraitance des animaux. C'est la question de l'abattage à la ferme, qui aujourd'hui est interdit. Pour des raisons d'hygiène, je crois, essentiellement. Or, il se trouve que de plus en plus d'éleveurs demandent la possibilité de pouvoir abattre leurs animaux à la ferme. Il y a une réunion publique, une conférence de presse organisée demain par la Confédération paysanne, notamment, à ce sujet. Comment est-ce que vous envisagez cette question, vous, Guylain? Est-ce que c'est important pour vous, cette question de l'abattage à la ferme? C'est essentiel. Quand je vous disais la notion, le contrat qu'on a avec nos animaux, donner du sens à leur vie, etc., c'est de la naissance à la mort. Aujourd'hui, on a une vraie problématique sur la ferme. On sait qu'elle est collective, on sait qu'elle est partagée, mais on l'a, nous, sur la ferme. Et on se pose cette question-là, on l'amène depuis 2 ans maintenant, de savoir comment on peut faire en sorte que les animaux puissent vivre sur notre ferme et y mourir dignement, sur leur lieu de vie. La ferme, leur ferme. Ça, c'est très important pour nous. Donc on a un collectif au niveau de Vendée-Loire-Atlantique qui travaille beaucoup là-dessus. On est en lien avec le collectif Quand l'abattoir vient à la ferme, qui est au niveau national. Donc on mène ce travail-là depuis, donc vraiment d'arrache-pied depuis 1 an et demi. Et là, on est en train de trouver des solutions qui seront collectives, qui seront avec des abattoirs de proximité, puisqu'il faut... L'idée qui est explorée aujourd'hui, c'est le système un petit peu allemand qui consiste à pouvoir utiliser un caisson d'abattage qui serait un prolongement de l'abattoir, donc sous le couvert de l'abattoir, qui puisse venir à la ferme, mise à mort sur la ferme, chargement dans le caisson, et on emmène l'animal, on l'appelle carcasse peau, c'est-à-dire l'animal est juste... étourdi, saigné à la ferme. Donc, il est emmené sur un lieu d'abattage, mais ce n'est plus un abattoir puisque l'animal est déjà abattu. Mais la contrainte qu'on a dans ce système-là, c'est qu'il faut maximum 1 heure de délai entre la mise à mort et le fait qu'il arrive sur une chaîne d'abattage. Là, aujourd'hui, on a mis autour de la table les services d'État, la DGAL, on a mis autour de la table les services vétérinaires, via le SNGTV, on a mis autour de la table des abattoirs et des éleveurs-éleveuses qui sont vraiment préoccupés par ce sujet. Ce travail de terrain, je pense qu'il est en train de payer au niveau national, puisqu'il y a eu les états généraux de l'alimentation qui ont été lancés l'an dernier. Donc un projet de loi en cours de discussion, il est en train de terminer on vient de terminer les discussions au Sénat. Et l'expérimentation, alors c'est pas encore totalement légalisé, mais il y a une expérimentation pour les abattoirs mobiles qui est en cours de discussion et nous l'espérons de validation. Donc ça avance. Ce sujet-là avance. Un des rares qui avance. Mais il est important qu'on puisse... Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a encore des abattoirs de proximité qui ferment. C'est-à-dire qu'on prive de la possibilité d'abattre à la ferme des tas de régions françaises. On en a déjà fermé plein, il ne s'agit pas de continuer. On a toujours cette problématique entre l'industrialisation, qui va créer des gros pôles industriels d'abattage. Après, on est pour, on est contre, c'est pas... Moi, je suis profondément contre, parce que ça ne permet pas aux animaux d'être abattus dignement à proximité. Et nous, on souhaite aller même plus loin, qu'ils soient abattus sur la ferme. Et pour ça, il faut des abattoirs de proximité et des systèmes adaptés à chaque territoire. Très bien. Écoutez, on va devoir s'arrêter là parce qu'il y a une longue émission qui continue. Mais je vous remercie vraiment très sincèrement de vous être prêté à ce jeu de la discussion. Et c'était déjà extrêmement riche. Donc merci beaucoup à tous les deux.